Alors, nous commençons la deuxième vidéo, donc en rentrant donc dans le vif du sujet, avec le petit 1, donc rapports sociaux de production et classe sociale. Ok. Donc la première vidéo, c'était une petite introduction au sujet, à la thèse de Marx. Maintenant, on va rentrer dans le détail de sa théorie de la stratification sociale. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit commentaire, petite remarque au passage, qu'on va peut-être d'ailleurs recroiser plus tard dans la suite du cours, mais je pense que voilà, c'est peut-être le moment de la faire, puisque c'est le début c'est les premières vidéos. Euh, En fait, la difficulté dans ce chapitre, c'est de bien comprendre que ce soit Marx ou alors Max Weber ou alors Pierre Bourdieu, ce qu'ils développent les uns et les autres, ce sont des théories, d'accord? Des théories de la stratification sociale, ou des théories plus généralement de la structure sociale. D'accord. Gardez à l'esprit que le terme de structure sociale est plus général que le terme de stratification sociale. D'accord. Le terme de stratification sociale, quelque part, concerne déjà davantage l'analyse de Weber. La stratification, c'est l'idée qu'il y aurait des couches d'individus, des groupes des groupes d'individus qui seraient superposés sous forme de couches, et on pourrait passer d'une couche à l'autre, d'une strate à l'autre facilement. Marx, lui, il pense pas à ça, hein. On va voir tout à l'heure, hein, il pense que les choses sont beaucoup plus étanches, les classes sociales sont étanches. Alors, donc, le terme de stratification sociale, il est à utiliser prioritairement quand on s'adresse quand on parle plutôt de Max Weber. Le terme de classe sociale est lui exclusivement réservé à l'analyse de Karl Marx, ou alors on le retrouve aussi un peu plus tard dans l'analyse de Bourdieu. Mais le terme de classe sociale chez Weber, il est très très local, hein. Les classes sociales chez Weber, ça existe, mais c'est qu'une des trois dimensions de sa vision globale de ce que l'on appelle la stratification sociale, ou alors encore plus généralement la structure sociale. Donc là, le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser le terme de structure sociale. Comme ça, vous ne ferez pas d'erreur. Que vous parliez de Marx, de Weber ou de Bourdieu, structure sociale, ça marche à chaque fois. Après, si vous voulez des termes plus précis adaptés à leur théorie, stratification c'est plus pour Weber, classe sociale c'est plus Marx, et aussi, et pour Bourdieu, c'est la notion d'espace social. D'accord. Donc on va y revenir ultérieurement. Donc j'ai pas terminé ma remarque, hein. Donc l'idée c'est que les théories qu'on aborde de la structure sociale, ce sont bien des théories. Elles n'ont pas vocation à... c'est pas une description de la réalité. D'accord. Sinon il n'y aurait pas de théorie, hein. On ferait juste que regarder ce qui se passe et dire bah voilà ce qui se passe. Ce que font Weber, Marx et plus tard Bourdieu, c'est de proposer une théorie de la structure sociale. C'est-à-dire, essayer de proposer un raisonnement, un schéma qui serait général, d'accord. Et qui donc s'appliquerait à tous les individus membres de la société. D'ailleurs, ce que j'ai mis dans une des remarques du cours, hein, c'est qu'il y a des théories que parce qu'il y a des incertitudes. D'accord. Une théorie, c'est quoi? C'est on fait des raisonnements en se basant sur des hypothèses. Pourquoi est-ce qu'on fait des hypothèses? Parce qu'on ne sait pas tout. On va partir du principe que tel truc est tenu pour vrai, que tel truc se passe comme ça, parce que on ne peut pas le savoir, on ne peut pas vérifier. Donc, comme on veut quand même essayer d'élaborer des raisonnements, on va faire des hypothèses. Et donc, de ces hypothèses naissent des théories. D'accord. Donc, le raisonnement, c'est on ne sait pas tout, donc on fait des hypothèses, donc on élabore des théories. Ok. Ça veut donc dire que dans toute la suite du chapitre, il va toujours y avoir deux éléments qui se déroulent simultanément. D'un côté, l'explication de la théorie, avec ses spécificités, son vocabulaire, ses caractéristiques, et de l'autre, une description de la réalité sociale. Et on essaiera de voir si des fois ça colle. D'accord. C'est un peu le piège de Marx, dans le sens où parfois sa théorie est tellement proche du réel qu'on aurait tendance à les identifier, c'est-à-dire à avoir l'impression que c'est la même chose.
Mais non, il ne faut pas se tromper. La théorie de Marx n'est pas le réel, c'est une théorie. Le réel s'y prête, enfin colle très bien avec sa théorie, ou là c'est l'inverse plutôt peut-être, sa théorie colle bien avec le réel, mais ça n'est pas le réel. D'accord? C'est bien pour ça que dans la suite du cours, on se demande si les classes sociales existent toujours. D'accord? Ou si l'analyse de Marx est encore valable aujourd'hui. C'est bien la preuve que la théorie existe indépendamment de la réalité. Bon, je referme la parenthèse, j'ai dû aller un petit peu vite, je suis désolé. Bon, au pire, vous remettrez un petit peu en arrière pour me réécouter, quitte à me ralentir. Je crois que vous pouvez faire ça dans les vidéos. Donc, du coup, on reprend à partir du début, hein, je reprends la lecture à partir de là. Donc pour Karl Marx, il est possible de décrire la société en se basant sur un seul critère, une seule dimension, la dimension économique. Donc, avant de poursuivre, juste pour savoir ce qu'on raconte, le but de tous les théoriciens de la structure sociale, c'est d'essayer de simplifier les choses, hein, en mettant les gens dans des catégories. Et pour les regrouper dans des catégories différentes, il faut qu'on trouve des points communs, pour pouvoir les mettre tous dans le même sac, hein, ou dans un autre sac. Donc il faut des critères. Okay, et si les gens partagent ce critère, alors on les mettra dans le même groupe. Et les autres qui partagent un autre critère, qui l'ont tous en commun, et ben ils iront dans un autre groupe. Okay, donc là, le critère que mobilise Marx, le premier et l'unique, c'est le critère économique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce critère économique? Je reprends ici. Donc ce critère est objectif, ça veut dire que ce n'est pas une question de point de vue. D'accord? Il faut bien distinguer objectif et subjectif. Objectif, ça veut dire, c'est pas une question de point de vue, il n'y a pas de débat, il suffit de regarder les choses et on comprend que tel individu est dans tel groupe ou dans tel autre. Il n'y a pas de débat là-dessus. D'accord? Quelque chose de subjectif, c'est quelque chose dont le jugement qu'on a dessus dépend de l'individu qui regarde. Voilà. Exemple, un tableau. La beauté d'un tableau, c'est un jugement subjectif. Ça veut dire que d'un individu à l'autre, on n'a pas le même avis sur la beauté du tableau. Alors que la température dans une pièce, ça c'est objectif. On prend un thermomètre et il fait 25 degrés. Vous ne pouvez pas dire non, moi je trouve qu'il fait 28 degrés. Non, c'est pas une question de point de vue, c'est une question de mesure. Okay, donc c'est objectif. Donc là, le critère économique est un critère objectif. Il est par ailleurs simple, ce critère. Donc il concerne la place qu'occupent les individus dans ce que Karl Marx nomme les rapports sociaux de production. Donc ça, c'est du vocabulaire marxien. D'ailleurs, dans vos copies, dites plutôt marxien pour l'analyse, plutôt que marxiste, c'est vrai. Moi, je dis marxiste, mais c'est pas très bien. Il vaut mieux dire marxien parce que c'est plus scientifique. Marxiste, il y a une dimension politique. On a l'impression que vous êtes marxiste et que vous voulez déjà renverser le capitalisme. Hein. Donc restez neutre, dites marxien, c'est mieux. Donc les rapports sociaux de production, c'est un concept élaboré par Marx, dont on va donner une définition pour comprendre ce que ça veut dire. Donc les rapports sociaux de production, ça désigne quoi? Ça désigne les modalités par lesquelles les hommes, et donc les classes sociales, hein, puisque les classes c'est des groupes d'individus, hein, les hommes et les classes sociales entrent en relation pour produire, échanger et répartir les richesses. Alors, on va essayer d'expliciter ça plus simplement, hein, mais l'idée c'est que dans rapports sociaux de production, il y a le mot rapport. Le mot rapport, en langage courant, ça veut dire mettre en relation deux choses. D'accord? En mathématiques, faire un rapport, c'est quand vous faites une division. Donc vous mettez en relation deux valeurs. Faire un rapport, vous voyez, par exemple, je sais pas, un policier fait un rapport, eh bien, il va décrire un événement et puis il va amener ces informations à quelqu'un d'autre pour lui dire ce qui s'est passé. Il va mettre en relation deux situations. D'ailleurs, même on dit dans un, comment dire, un vocabulaire péjoratif, ah, c'est un rapporteur, lui. Hein, c'est une petite balance, un rapporteur. Bah, c'est quelqu'un qui va raconter ce qui s'est passé, et donc mettre en relation
un individu qui n'était pas là avec une réalité qui s'est produite. Ok. Donc rapport, c'est mettre en relation. Donc les rapports sociaux de production, voilà, c'est presque transparent en vrai, hein. Rapport, c'est mettre en relation. Sociaux, ça veut dire comment est-ce qu'on met en relation des gens, hein, les individus. Et production, bah, c'est comment on les met en relation dans le cadre de la sphère productive, c'est-à-dire comment on les met en relation pour fabriquer des trucs. Comment est-ce que ça va se passer, comment on va organiser la production pour que on produise tout ce dont on a besoin. Donc c'est les modalités de la mise en rapport des gens. D'accord. Bon, bon, j'espère que vous avez compris l'idée. Je ne peux pas être plus clair, malheureusement. Donc c'est comment est-ce qu'on met les gens ensemble, comment est-ce qu'on organise la production pour fabriquer ce dont on a besoin. Donc cette définition, évidemment, il faut pouvoir la replacer dans une copie. Ok. Il faudra l'apprendre par cœur. Donc c'est les rapports sociaux de production qui constituent pour Marx l'unique critère de classification des individus dans un groupe ou dans un autre. Ok. Bon, je reprends à partir de là. Donc Marx a une approche réaliste de la stratification sociale, ou de la structure sociale. Vous voyez, même moi, je fais des erreurs. Hop. De la structure sociale. Car pour lui, les groupes qui structurent la société existent réellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ces groupes existent réellement? Ça veut dire que ces groupes, ils sont clairement délimités. Ça veut dire que on voit très bien qui appartient à quel groupe à l'œil nu, en fait. Par les modes de vie, par les vêtements, par la culture, par le langage, par tout ce que vous voulez. D'un coup d'œil, on sait qui fait partie de quel groupe. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de gens, on se dit, tiens, il est dans quelle classe, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Donc ça, c'est une première chose. Les individus, on sait exactement dans quel groupe ils sont, et c'est clairement délimité. Et en plus, l'autre critère extrêmement important qui fait que les classes sociales sont réalistes pour Marx, c'est que les membres de ces différents groupes, ils se reconnaissent dans ce groupe. Ça veut dire qu'ils se sentent comme appartenant au groupe en question. C'est ça l'analyse réaliste. C'est objectivement, ils sont dans un groupe, et en plus, ils ont le sentiment d'appartenir à ce groupe, ils se revendiquent de ce groupe, leur critère d'appartenance fait sens pour eux. D'accord. Ils se sentent vraiment comme faisant partie de ce groupe. Donc c'est vraiment ça la chose importante, hein. C'est le sentiment d'appartenance. Une analyse de la structure sociale où il n'y a pas de sentiment d'appartenance n'est pas une analyse réaliste. D'accord. On verra, c'est ce qu'on appelle une analyse nominaliste. Mais quand on se contente de décrire des groupes qui ont un fort sentiment d'appartenance, alors on est proche d'une analyse qu'on appelle réaliste. Donc Marx a une analyse réaliste. Je poursuis avec une remarque. Marx, on va le décaler un petit peu. Hop. On remarque les modalités par lesquelles les individus entrent en relation pour produire. Ah, ça, c'est ce que j'ai dit dans la première vidéo. Donc ça fera un petit rappel, hein. Du coup, je vais peut-être aller un peu plus vite. Donc ces relations pour produire dépendent du niveau de développement des capacités de production humaine, c'est-à-dire du niveau de développement de la technologie. Bon, tout ça je l'ai déjà dit. En effet, à partir du XVIIIe siècle, apparaît ce que Marx nomme le mode de production capitaliste. Le mode de production capitaliste, c'est le nom que donne Marx à l'organisation de la société au sein de laquelle existe la machine à vapeur. Et par la suite, hein, d'autres technologies, mais c'est vraiment l'apparition de la machine à vapeur et des grandes usines qui constituent pour Marx le mode de production capitaliste. Donc Marx y parle à une époque précisément où apparaît ce mode de production. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il est le témoin de l'apparition de cette nouvelle société, et c'est aussi le témoin de la fin d'une société agricole. D'accord. Donc pour lui, c'est le mode de production capitaliste. Le mode de production capitaliste désigne une forme d'organisation de la production des biens et des services reposant sur l'existence du salariat et de moyens de production détenus de manière privée. Alors, je vais faire un commentaire là-dessus. Bon, vous n'avez pas besoin dans une copie de définir ce que c'est que le mode de production capitaliste. Ce serait vraiment très compliqué. En revanche, si vous voulez comprendre de quoi vous parlez,
vous êtes obligé de... Voilà, je suis obligé de vous expliquer c'est quoi le capitalisme, à très grands traits, parce que c'est voilà, c'est très compliqué, ce serait très très long. Donc pour simplifier à l'extrême, dites-vous bien que le capitalisme, c'est deux choses. La première, c'est le salariat, l'existence du salariat. C'est quoi le salariat? C'est tout simplement l'idée que il est possible pour un individu d'acheter le travail d'un autre individu contre le salaire. D'accord? Vous avez une entreprise par exemple, eh bien vous pouvez embaucher quelqu'un, vous allez le payer, vous allez lui verser un salaire et il va faire ce que vous lui dites. D'accord? Vous allez lui donner des ordres et il va accomplir les tâches que vous lui donnez. Et d'ailleurs, il est obligé de le faire. C'est une obligation quand vous êtes salarié, eh bien vous exécutez les ordres parce que c'est le chef qui décide de ce que vous devez faire. Et tout ça est consigné dans un contrat de travail, hein, on y reviendra plus tard, hein, mais voilà. Il faut savoir qu'avant le salariat, ça n'existait pas. Enfin, le salariat, voilà, avant la société, le mode de production capitaliste, ça n'existait pas le salariat. C'est-à-dire que les gens étaient soit esclaves, soit ils étaient, comment dire, paysans pour leur propre compte, bon, pour un peu pour le compte du seigneur, soit ils étaient artisans et ils bossaient pour eux-mêmes, c'était des indépendants. D'accord? Donc le salariat, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît avec la société industrielle du début du 19e siècle. D'accord? Donc Marx, lui, il a très bien vu ça. Il dit, ah, le mode de production, il apparaît, mais qu'est-ce qui va avec? Eh bien, il y a le salariat. Sans salariat, il n'y a pas de mode de production capitaliste. D'accord? Je vous rappelle, comment dire, au passage, comme ça, c'est la société française aujourd'hui, elle est composée à 90% de salariés. Vous prenez la population active, c'est 90% de la population active qui est salariée. Ok? Et voilà, vous-même, peut-être que dans l'avenir, vous vous voyez salarié. C'est peut-être les emplois que vous obtiendrez. Donc dites-vous bien que le salariat, c'est pas quelque chose de naturel, c'est un truc qui est apparu avec le mode de production capitaliste. Donc, je poursuis. Deuxième élément caractéristique du capitalisme, hein, c'est le fait que les moyens de production sont détenus de manière privée. Ça veut dire quoi? Les moyens de production, ça veut dire, c'est un terme pour désigner tout ce dont on a besoin pour produire des biens et des services. C'est donc les machines, les outils, les locaux, les matières premières, le soleil, enfin tout ce que vous voulez. Tout, en fait, les moyens de production, ça concerne tout. À partir du moment où on s'en sert dans le but de fabriquer quelque chose, fabriquer des biens et des services. Donc dans le mode de production capitaliste, les moyens de production, ils sont détenus de manière privée. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui possèdent les machines, elles sont à eux, ils ont un droit de propriété sur ces machines. Pareil, pour essayer de voir en quoi c'est original, les machines pourraient être détenues collectivement. D'accord? On pourrait très bien décider que les usines, les terrains, les machines, au lieu d'être détenues de manière privée par un individu ou par des actionnaires, eh bien, elles soient possédées par l'ensemble de la société. Ça ne changerait rien à leur objectif, hein, on produirait des biens et des services. Mais là, dans l'occurrence, ce serait à tout le monde, ça appartiendrait à tout le monde. Bon, chez Marx, enfin en tout cas, dans le mode de production capitaliste, euh, les moyens de production sont détenus de manière privée. Il y a ceux qui détiennent les moyens de production et ceux qui ne les détiennent pas. D'accord? Vous commencez à voir les deux classes se dessiner. Je poursuis ici. Donc grâce à de nombreuses découvertes technologiques comme la machine à vapeur, il est possible de produire des choses nouvelles et en grande quantité. Pour y parvenir, les hommes doivent changer l'organisation de la production. Alors les hommes, bon, j'ai écrit les hommes, mais bon, c'est pas n'importe quels hommes, hein, c'est les dominants qui vont décider de changer l'organisation de la production. Les dominés, eux, ils font comme d'habitude que faire ce qu'on leur dit de faire. Donc les dominants vont changer l'organisation de la production. Apparaissent alors les premières fabriques. Voilà, on ne parle pas encore véritablement d'usine, on parle de fabrique au début. Je ne sais pas quelle est trop la différence entre les deux, mais bon, que vous compreniez bien, voilà, les fabriques, c'est des usines industrielles. Donc vous voyez, avec les grosses cheminées qui fument et tout ça, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est les fabriques. Et c'est ça qui apparaît avec le mode de production capitaliste. C'est le début de ce qu'on appelle l'industrialisation, ou également appelée révolution industrielle, même si les historiens sont parfois un peu critiques sur le terme de révolution industrielle, parce que révolution, ça donnerait l'impression que c'est arrivé d'un coup.
voyez, comme une révolution politique. Sauf qu'en réalité, quand on regarde de près les analyses des historiens de l'économie, on s'aperçoit que l'industrialisation a été progressive. En tout cas pour la France, ça a été très progressif. L'Angleterre, c'est peut-être plus brutal, mais en France, ça a été assez progressif, donc le terme de révolution industrielle, bon, ça mérite un peu d'être nuancé. Mais bon, on vous en voudra pas, donc faites comme vous voulez. Soit vous dites l'industrialisation, soit vous dites la révolution industrielle. Donc voilà, alors je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant parce qu'à mon avis j'ai assez parlé pour l'instant. Et je vais reprendre à partir de là tout à l'heure. Comme ça fera une nouvelle vidéo pour pas trop avoir des trop longues. Bon, à tout à l'heure.